Marc, bonjour. Bonjour. Alors, question récurrente lorsqu'on investit en bourse au travers de fonds, c'est quel style de gestion choisir, privilégier. Alors, on a deux grandes oppositions, le style growth, la croissance d'un côté, et le style value, la recherche de titres décotés de l'autre. On a l'impression aujourd'hui qu'on est dans une sorte d'entre-deux. C'est plus vraiment l'heure de la croissance qui a régné ces dernières années, et c'est pas encore l'heure de la value. Est-ce que c'est également votre impression ? Oui, c'est exact. Alors, c'est un peu moins vrai aux États-Unis parce qu'il y a un truc qui s'appelle les GAFAs qui fausse un peu la donne. Donc, les valeurs de croissance continuent à être en vogue. En Europe, c'est exact. On a eu de telles surperformances des boîtes de croissance. On a, même si ce n'est pas ancré, on y reviendra peut-être, un scénario de retournement sur les taux qui font que le marché est plutôt hésitant et effectivement, aucun style ne se... En tout cas, sur la durée, parce qu'il y a après, à la petite semaine ou le mois de mai, par exemple, il y a des tendances plus marquées. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un marché plus hésitant entre les styles. Et puis, est-ce que ce marché n'est pas trop cher pour qu'il y ait vraiment de la value ? Alors, le marché est cher. Moi, je suis tout à fait prêt à reconnaître ça. Il est cher parce que ça va bien. Il est cher parce que les entreprises européennes vivent une reprise cyclique qui fait qu'elles ont, après les coupes de coûts drastiques qu'elles ont fait pendant la crise, elles ont des capacités à relever leurs marges. Donc, c'est cher, mais c'est justifié par le contexte économique. Mais pour ce qui est de la difficulté éventuelle de trouver des boîtes décotées dans un marché cher ou pas cher, non, c'est pas lié à ça, parce que il y a 4 ans, dans un marché caricatural qui veut pas de value, c'est des secteurs entiers qui sont décotés. Alors c'est vrai, ça on l'a plus. On n'a plus des secteurs entiers bradés. On n'a plus les banques qui valent rien parce qu'elles vont faire faillite. Ça c'est vrai. Mais par contre, dans des marchés chers, même au sommet de la bulle tech, il y a toujours des boîtes délaissées, mal aimées, qui viennent de connaître des difficultés. Donc sincèrement, il n'y a aucune difficulté, même dans des marchés bien valorisés, à trouver 40-50 titres qui permettent d'avoir un portefeuille européen de valeur décotée. Je reviens sur la cherté du marché. Donc, vous dites que le marché européen, aujourd'hui, est cher. Oui, franchement, les gérants actions n'aiment pas dire ça, mais si on raisonne en valorisation historique, en marge historique, c'est un marché qui est bien valorisé. Le marché américain est plus cher, mais là encore, c'est faussé par les valorisations extrêmes de quelques grosses boîtes technologiques. Oui, on a l'hypertrophie des valorisations voilà, du coup, des boîtes moyenne, de techno, des grosses boîtes techno. En Europe, c'est pas scandaleusement surévalué. On est aux alentours de 18 sur des PE Chiller, c'est ça ? Voilà, donc on ne peut pas prétendre que c'est des marchés qui ne seraient pas chers. Ce ne serait pas sérieux. Donc, pour moi, au contraire, ça rajoute de l'intérêt à aller chercher là-dedans des trucs qui ne sont pas encore pleinement valorisés. Très bien, mais revenons à ce qui pourrait faire que la value revienne en odeur de sainteté, si j'ose dire, dans le marché. Quel serait le déclencheur, finalement, le catalyseur ? Alors, l'inverse de ce qui s'est passé depuis 10 ans, puisqu'à l'exception de l'année 2016, qui a été très favorable au style value, toutes les autres, en fait, ont été vraiment dures depuis le début de la crise. L'inverse, c'est quoi ? En fait, on a eu des marchés qui montaient parce que les taux baissaient. Pas parce que ça allait bien, il n'y avait pas de croissance bénéficiaire, la baisse des taux entraînait la hausse du marché. Et puis en plus, comme on craignait des crises, ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire la cherté relative des titres jugés risqués comme une banque par rapport à ceux jugés pas risqués comme L'Oréal, la prime de risque était élevée. Donc il nous faut l'inverse. Il nous faut un scénario de hausse des taux et il faut un scénario d'installation de reprise cyclique qui fasse que les gens soient prêts à prendre un peu plus de risques. La hausse des taux sera favorable à la value. Oui, alors c'est bêtement mathématique. Je vais la faire simple, mais quand vous achetez L'Oréal, parce que les taux sont très bas, quand vous achetez L'Oréal, vous achetez à tort ou à raison cette idée que vous avez une bonne visibilité sur les profits. Donc vous actualisez sur 10-15 ans un flux de dividendes que vous estimez très facile à prévoir. Donc c'est des boîtes qui sont très favorisées par des taux d'actualisation bas. Et c'est donc des boîtes qui sont très défavorisées par une hausse des taux. Quand vous achetez une value stock, je caricature, mais c'est quand même ça, vous achetez une value stock, vous achetez un retournement cyclique sur L'Oréal ou l'amélioration du secteur bancaire, c'est pour l'année prochaine. Vous n'actualisez pas 15 ans de flux. Vous n'en savez rien des profits d'Arcelor à 15 ans. Donc les boîtes de croissance sont très favorablement affectées par des scénarios de baisse des taux et inversement. Donc pour répondre à votre question, pour que le value revienne en cours, il nous faudrait effectivement qu'on s'installe dans ce scénario de hausse des taux qui a l'air de prendre forme, mais qui est notamment en Europe pas évident, en tout cas pas pour tous les observateurs, d'une part, et que d'autre part, on n'ait pas des Trumpitudes, des élections qui se passent mal, qui fassent que la prime de risque remonte. Alors, j'aimerais justement qu'on souligne ce lien
entre hausse des taux et value, parce que vous nous avez apporté un graphique qui est particulièrement intéressant. Il est caricatural, je dirais. Oui, mais intéressant, peut-être jusqu'à la caricature. Oui. C'est la corrélation entre les styles de gestion et les taux. Alors là, en l'occurrence, c'est la value, enfin le rapport value-growth. C'est ça. Donc quand ça baisse, ça veut dire que la value sous-performe, comparé au taux à 10 ans allemand. Voilà, pour les raisons que vous indiquez, le 10 ans allemand, qui est typiquement un véhicule refuge, ça mesure le stress du marché. Quand le taux allemand baisse, ça veut dire que le marché a la trouille, vous avez les value stocks qui décrochent. Et je parlais de caricature parce que là, c'est même, on le voit au jour le jour quasiment, ce graphique depuis le début de l'année, c'est vraiment impressionnant. Donc on est dans un marché qui n'a pas 100% intégré l'idée que ça va mieux et que les taux vont remonter. C'est ça que ça nous dit. Donc c'est une preuve, encore une fois, par l'excès de ce que je vous indiquais. Pour que le value surperforme, il me faut clairement une confirmation de ce scénario de reprise des taux. Alors justement, est-ce que le retour de la value, ça ne va pas être encore une fois l'arlésienne? Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, on a des problèmes politiques qui émergent à nouveau en zone euro. Ça crée de la tension, de l'incertitude, ça brouille la visibilité et on sait que, vous l'avez dit vous-même, les investisseurs, dans ce cas-là, privilégient plutôt ce qui offre le plus de visibilité, de croissance visible, donc les valeurs qui surperforment quand les vôtres sous-performent, généralement. Et puis, l'autre point, c'est que dans ce contexte-là, alors, non, on a une visibilité brouillée, et puis, on peut se demander aussi, au vu des indicateurs avancés que sont les PMI, si la décélération de la croissance va pas tuer dans l'œuf tous les espoirs de reprise de l'inflation. Or, sans inflation, on n'aura pas de hausse des taux. Alors, ce scénario, vous l'avez compris, qui n'est pas celui que je préfère, je ne peux pas vous dire qu'il est exclu. On peut très bien avoir une conjoncture qui se retourne avant qu'on ait pu, entre guillemets, profiter de la hausse des taux. Bon, ce n'est pas le scénario central aujourd'hui. On le voit aux États-Unis, encore aujourd'hui, les taux remontent. L'Europe est sur la même voie. Et il y aura d'ailleurs davantage de hausses de taux que prévu par le marché aux Par États-Unis. ailleurs, donc, ce scénario-là, les banques centrales l'ont clairement en tête. Et par ailleurs, pour ce qui est de la conjoncture économique, évidemment, vous avez là aussi, à juste raison, observé que les indicateurs macroéconomiques sont un peu moins bons. Mais il faut relativiser ça. On est dans la dérivée seconde des boursiers, là. Ça ne s'améliore plus parce que ça va tellement bien que ça ne peut plus s'améliorer. Mais quand vous écoutez les sociétés, notamment côté tout secteur confondu, on n'est pas à la veille d'un retournement conjoncturel. Les boîtes vous font part d'une conjoncture qui va bien. Donc on n'est juste plus en accélération économique. 2017, c'était super, on était en accélération économique. Mais l'Europe ne va pas accélérer pendant 10 ans. L'Europe ne va pas retrouver 4,5% de croissance. Il faut être lucide. Donc on est dans cette phase où la croissance ne s'accélère plus, voire, vous avez raison, elle semble un petit peu diminuer, mais on est à la marge. On parle encore de croissance d'1,5-2%. Et encore une fois, les boîtes ont tellement coupé les coûts pendant la crise qu'avec cette petite croissance-là, elles sont capables d'améliorer leur marge. Alors ça m'amène justement aux bénéfices des entreprises et aux prévisions de bénéfices qu'en font les analystes. Alors il y a un point assez intéressant, et d'ailleurs c'est un graphique qu'on fait apparaître à l'écran actuellement, ce sont les prévisions de bénéfices et leur évolution sur 12 mois, c'est ça. On voit que les années précédentes, à l'exception de 2017, où là, c'est resté stable. Oui. Les années précédentes, on avait donc des annonces plutôt optimistes en début d'année, comme d'habitude, et puis une décrue assez prononcée des prévisions de bénéfices au fur et à mesure que l'année s'écoulait. Là, donc en 2017, on est resté sur un plateau, ce qui veut dire qu'aussi le marché ne s'est pas surenchéri. Finalement, c'est exact. Et en 2018, pour le moment, on est également sur une sorte de plateau. Oui. Ça, c'est plutôt bon signe. Oui, alors comme vous le faites remarquer, ça veut dire que c'est ce qui est arrivé en 2017 exactement. Hein. Le marché monte de 10, mais comme les profits montent de 10 aussi, à la fin, il n'est pas plus cher qu'en début d'année. Donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle parce que les années précédentes, effectivement, on a toujours été contrarié sur la reprise, on a toujours été déçu par rapport aux prévisions de début d'année, si bien qu'on a eu 5 années sans croissance de bénéfices, parfois avec des croissances négatives. Et donc la hausse du marché précédent en 2007 s'est faite par appréciation du PE. Elle s'est faite avec un marché qui devenait de plus en plus cher. Donc là, sur des niveaux dont on mentionnait tout à l'heure qui ne sont plus vraiment bon marché, on a absolument besoin de cette croissance des profits pour justifier de telles valorisations. Et on l'a. On l'a eu effectivement en 2017. Et là, les prévisions 2018 et 2019, d'ailleurs, enfin ça c'est plus fragile, les prévisions 2018, confortées par les résultats du premier trimestre, confortées par le discours actuel des boîtes quand on les rencontre,
on prévoit cette année encore une croissance bénéficiaire de cet ordre. Donc c'est incontestablement un facteur de soutien au marché. On serait dans les environs de 8%. Oui, hein, on sera à 8, alors il ne faut pas y accorder plus d'importance que ça, mais on est en croissance bénéficiaire de l'ordre de 10. C'est franchement mieux que les 5 années précédentes. Bon, ça veut dire qu'on n'aurait pas forcément une année explosive sur les marchés actions en termes de performance, mais un cru correct. Alors exactement, je pense qu'il faut arrêter de rêver à des hausses de 30% par an sur les actions. Hein. On n'est plus dans une configuration comme celle-là, mais notamment si vous comparez aux autres placements, on ferait des années à plus 5, plus 8, plus 10. Alors, voilà. Puisque moi j'aime bien voir le diable dans les détails, est-ce que tout de même il n'y a pas une sorte de risque qui pèse sur les marges des entreprises et donc sur ces attentes bénéficiaires avec l'appréciation assez sensible des matières premières qui risque de ne pas être répercutée par toutes les entreprises dans les prix de vente finaux? Voilà, alors bon, d'abord en début d'année c'était les devises, là ça allait moins parce que l'euro s'était apprécié et puis tout ça s'équilibre. Donc les devises, ça allait un peu moins. Effectivement, les matières premières, là, c'est clairement mentionné par beaucoup d'industriels. Alors là, moi, je suis content parce qu'on retombe dans le stock picking. Là, notre boulot à nous, c'est de voir ces entreprises qui ont une capacité à répercuter les hausses dans leur prix de vente. Tout le monde ne l'a pas. Hein. Les sidérurgistes passent des hausses de prix, les cimentiers n'y arrivent pas, hein, par exemple. Donc oui, quand vous avez un renchérissement du prix du pétrole, de beaucoup de matières premières, on le voit avec les pneumaticiens aussi, clairement, c'est un truc qui pèse sur les marges. Mais ça veut dire aussi qu'on a des chances d'avoir un petit peu d'inflation, un petit peu de hausse de salaire, et donc ce scénario de normalisation des politiques de taux, qui, vous l'avez compris, m'arrangerait bien. Alors justement, on revient au portefeuille, vous y avez fait allusion, vous allez sélectionner pas mal de pétrolières, justement. Oui. Elles ont fait un beau parcours, d'ores et déjà, vous restez dessus? Oui, alors j'ai pris quelques profits partiels, mais je reste investi sur les pétrolières. Elles étaient à un prix surprenamment bas, je trouve. À partir du moment où le prix du baril s'est retourné, c'est des boîtes qui, par ailleurs, sont rentables et vous offrent un dividende de 6% avec un baril à 50, il est à 65. Les services pétroliers, ça c'est ça que j'ai un peu modifié dans le portefeuille. Ça y est, le cycle est reparti. Et ça, c'est pas des cycles pour 3 semaines, hein. C'est des cycles de 3-6 ans. Hein. Donc vous avez mis quel genre de titre Des Technip, des Subsea 7, mais que j'ai rajouté à des Total, des BP que j'avais déjà en portefeuille. Donc ça, c'est un secteur, malgré une surperformance récente, hein, ils viennent surperformer depuis 6 mois. Hein. Les matières premières, c'est plus long, ça a surperformé 1 an et demi, 2 ans maintenant. Il faut dire qu'elles s'étaient écroulées. Les pétrolières, ça surperforme vraiment depuis 6 mois. Et pour moi, le trajet n'est pas terminé. Donc oui, ça, c'est une partie de la cote que je trouve encore bon marché. Et financière, j'ai envie de dire toujours et encore. Non, alors justement, mais ça me fait plaisir que vous posiez cette question parce que c'est aussi un moyen de vous dire que quand on est value en pleine crise, il y a 4-5 ans, j'avais un portefeuille monomaniaque fait de financière et de cyclique. Et aujourd'hui, on en a parlé, le marché s'est rééquilibré, il n'est plus vraiment ni value ni growth, si bien que je peux revenir dans les telcos, dans la nourriture, même dans les techs, je peux acheter de l'ingénico, ce que je ne pouvais absolument pas toucher pour des raisons de valorisation relative il y a 4 ans. Donc oui, j'ai eu historiquement des positions bancaires très élevées, mais en fait, les banques, qui vivent par ailleurs une formidable amélioration de l'environnement, hein, moins de problèmes réglementaires, on est au bout, une courbe des taux qui peut-être va se pontifier, des crédits non performants qui diminuent, des hausses de crédit en volume, ça va beaucoup mieux. Même M. Bonafé est presque optimiste. Bon. Donc ça va beaucoup mieux, mais la bourse s'en est rendu compte. On a eu notamment après l'élection de Trump un véritable rallye sur les bancaires. Donc moi j'ai encore des banques, et puis dernièrement avec les événements italiens, j'ai eu l'occasion de les surpondérer légèrement, mais j'avais fait tout le début d'année avec une légère sous-pondération bancaire. Donc c'est plus, pour des raisons de valorisation, je trouve ça encore pas cher, mais c'est plus des prix stupides comme c'était il y a 4 ans. Donc vous avez un portefeuille plus équilibré aujourd'hui? Oui, clairement. J'ai certes cette surpondération en matière première pétrole qui est le risque du portefeuille, mais bien sûr je l'assume parce que j'y crois. Mais je ne suppondère plus les cycliques industrielles, parce que là aussi, elles ont eu une année 2017 merveilleuse. Je vous le disais, sur les bancaires, j'ai plus de position extrêmement agressive. Et voilà, je peux trouver des sociétés dans des secteurs traditionnellement pas connus comme value, mais je peux, en respectant strictement mon process d'acheter des boîtes décotées, je peux sortir de la cyclique dure. C'est agréable pour mes clients et pour moi, pour vivre toutes les séances au quotidien. Grosse position sur ArcelorMittal? Oui, là je crois que ce marché de l'acier est en profond assainissement et que par ailleurs la société elle-même est en profond changement.
Donc on vient de valorisation délirante, mais vous vous en souvenez, le marché avait peur d'une faillite. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le début de cette formidable hausse qu'a fait Arcelor, c'est le jour où ils ont annoncé une augmentation de capital horriblement dilutive. Hein. Quand vous étiez actionnaire, vous faisiez rincer. Mais le seul fait d'enlever ce stress de la dette, en fait, depuis, on s'est mis à regarder le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est que les Chinois coupent des capacités de production, que les prix remontent, que Arcelor se désendette. Et donc oui, c'est une société que j'ai en portefeuille depuis un certain temps, où ça s'est bien passé, mais je crois que le trajet n'est pas terminé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez à un investisseur individuel de faire? Est-ce qu'il doit, en prévision justement d'une hausse des taux, une accélération du mouvement de hausse des taux, mettre de la value en portefeuille et à quelle proportion? Sachant que ce n'est pas acquis. Non, mais vous pensez bien que c'est difficile. Moi, en fait, pardon, mais je vais répondre de travers à votre remarque. Aujourd'hui, ce que je constate chez les institutionnels et d'une certaine façon chez les retail, parce que les particuliers, ils sont aussi conseillés par des professionnels, en fait, vous avez aujourd'hui des gens qui n'ont que ce qu'ils appellent du low vol, des valeurs tranquilles, du low vol, de la croissance, ils n'ont que ça en portefeuille. Et d'ailleurs, franchement, je ne vous dis pas que j'ai plein de clients qui sont enthousiastes sur un retour de value. Je commence à avoir des clients qui ont la trouille de ne pas y être. Et donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que être sur un seul style, un seul bout du marché, ça, c'est dangereux. Et donc, moi, ce que je vends, c'est pas que le value va s'améliorer, je le souhaite, mais j'en sais rien, sincèrement. Ce que je vends, c'est que si le value va bien, je serai là parce que j'ai un portefeuille qui est authentiquement géré comme ça. Marc, merci. Merci.